Oui, donc je vais la faire courte, notamment parce que sur la partie stockage, ça va reprendre avec un peu d'illustration les deux fiches pratiques, la 1 et la 2 que vous avez dans vos documents ici. Voilà. Donc le stockage, 2 points, c'est les deux fiches pratiques, comprendre le stockage et le réaliser. Donc en fait, les premières choses à voir, les points clés sur le stockage, c'est garantir la pérennité du granulé dans le système de stockage. Donc il faut proscrire humidité, on reviendra un petit peu dessus tout à l'heure. Il faut penser à la solidité du stockage, la sécurité, et puis le contrôle du niveau. On n'y pense pas souvent, mais il y en a qui peuvent oublier, c'est quand même important. Permettre une livraison de qualité aussi. Quand on va étudier un stockage, il faut que... Ah, c'est bon ? Voilà. Quand on permet une livraison de qualité, donc ça veut dire penser aux abords, on reviendra dessus tout à l'heure, système de remplissage aussi adapté, absence d'abrasion dans le silo, ça on va y revenir aussi, optimisation du volume, parce que tout à l'heure on en parlait, l'optimisation, il faut pas gaspiller l'espace, surtout dans les maisons modernes maintenant, ou même les anciennes quand on rénove, on a besoin de tout l'espace, et permettre une bonne alimentation de la chaudière. On va revenir sur tous ces points progressivement. Donc vous avez deux types de silos sur le marché. Vous avez les silos clés en main. Donc en fait, c'est un silo, vous l'achetez, l'installateur va le monter chez vous, ou vous allez le monter si vous êtes l'installateur. Donc c'est du textile et du dur. Il y a un gros succès pour le textile pour diverses raisons. Je peux vous couper juste un petit moment. Attendez, on va attendre le micro. Par rapport aux contraintes de ces silos, là, du stockage du granulé, par rapport, justement, on parlait du fuel tout à l'heure, mais aujourd'hui, on a des cuves fuel qui sont enterrés. Aujourd'hui, il n'y a pas de système de stockage, si on va y venir. D'accord. Voilà. C'est pour ça que je vous coupe avant que vous alliez plus loin. J'ai vu beaucoup de modèles comme ça. Ouais. Alors, donc là, silo textile ou silo en acier, généralement en dur. Donc, l'avantage, c'est que c'est simple et que le client final, il n'a pas à s'en occuper. Il est sûr d'avoir un silo de qualité qui fonctionne. Après, vous avez la pièce de réserve, maçonnée ou en bois. Donc là, on peut adapter un peu à la forme de l'espace de stockage qu'on a. Et on peut adapter, mais il y a quand même un certain nombre de contraintes, on verra lesquelles, qu'il faut bien respecter. L'avantage, c'est aussi, on peut monter dans les volumes plus importants. C'est-à-dire que, une fois qu'on monte à 9, peut-être 10 tonnes sur les silos clés en main, avec les silos maçonnés, on peut aller à autant qu'on veut, quoi. Donc voilà. Après, où le stocker? On stocke où on veut. En dessous, au même niveau que la chaudière. Mais attention quand même aussi, là, on va voir comment. À l'extérieur, c'est possible aussi. C'est-à-dire que, notamment dans les petits collectifs, on a souvent des cas où vous avez une installation d'un container. Alors là, c'est un container qui est, sur la photo, on voit c'est un container chaudière en même temps. C'est-à-dire qu'il y a les deux, il y a le silo et la chaudière. Mais vous pouvez avoir le container tout seul avec une liaison vers la partie chaufferie de l'habitation ou du petit collectif ou de la mairie ou je ne sais quoi. On va y venir. Enfin, on va y venir sans y venir parce qu'il n'y en a pas. Voilà. Donc, on va reparler. Après, où stocker les recommandations. Donc là, nous, on recommande une distance, je parle bien de la chaudière, entre la chaudière et le silo, pas plus de 15 mètres, voire 20 mètres. Mais attention, là, on parle de distance en ligne droite. Dès que vous allez avoir des courbes, suivant l'angle et suivant le rayon du coude, vous allez vraiment ralentir, autant diminuer la capacité du distributeur à livrer le granulé dans le silo. Donc il faut vraiment être très attentif là-dessus et pas vouloir dire je vais installer. Il y en a qui vont vous dire moi j'ai fait du 30 mètres. C'est bien, tu as fait du 30 mètres. Faites super attention, c'est un point qui est très important. Et là il faut vraiment, si vous avez des doutes, allez voir le chaudiériste. Lui il connaît, il saura. Si c'est pas le chaudiériste, la personne l'entreprise qui s'occupe du silo. Les distances, on le voit, 3 mètres, à moins de 3 mètres, c'est encore impossible d'utiliser soit une aspiration, soit une vis sans fin. Au-delà de 3 mètres, oubliez la vis sans fin. Petit point de détail sur la vis sans fin, on ne fait pas des jonctions de vis sans fin avec des angles. Il y en a qui se sont amusés à ça, ça fait moulinex. Derrière, après, vous avez un tas de sciures. Donc, les vis sans fin, c'est droit et c'est court. Faites simple. Si vous pouvez pas faire, vous faites pas, vous laissez du fioul ou du gaz, on s'en fout. Mais faites simple. Avec aspiration. Bon. Accès du véhicule d'accès, je fais vite là aussi. C'est important, c'est que vous ayez des relations avec un distributeur de granulés en vrac quand vous installez une chaudière granulée, en particulier quand vous prévoyez le silo. Il faut, si vous avez le moindre doute, il faut faire venir le distributeur, quitte à ce qu'il vienne même avec son camion, ça arrive fréquemment, pour s'assurer que ça passe et qu'il n'y a pas de souci.
Ça, c'est un point super important parce qu'une fois que c'est fait, eh ben, le client, s'il est obligé de se palucher, pardonnez-moi l'expression, des sacs, il va pas être vraiment content. Donc ça, c'est un point important. Donc là encore, 20 mètres. On peut faire du 30 mètres. C'est quand même très risqué. Plus le granulé il est soufflé dans une grande distance, plus il va s'user, entre guillemets, plus il va s'abrécher, plus vous aurez de la fine qui va vous poser un problème derrière dans la chaudière. Pensez aussi au poids du camion. Les poids, il y a des plus légers que 26 tonnes, mais en général, c'est ce genre de poids. Et ça peut monter à 44 si vous êtes sur des camions de type semi-remorque. Donc ça, c'est important. Espace de manœuvre suffisant aussi, à la fois pour pouvoir passer tout simplement, et puis à la fois par rapport à la sécurité de la route sur laquelle si on est sur une route nationale à grande circulation, il faut penser à autre chose. Il faut pas que le camion soit à se garer le long de cette route pour décharger, pour remplir le silo. Il vaut mieux oublier, sinon c'est encore avoir un souci. Espace de manœuvre suffisant, on l'a vu. La pente, je vous ai mis une petite photo marrante, mais bon, là clairement, c'est quand le camion était en haut, s'il avait pu monter en haut, il était peut-être à 15-20 mètres du silo. Là, maintenant, il peut pas monter, et encore c'est sec, il laisse les traces de pneus parce qu'on voit qu'il a essayé de monter, il se retrouve peut-être à 40 mètres. Et là, c'est mort. Plus de livraison possible. Donc le client, il se paluche des sacs. Donc c'est des points qui sont simples, bêtes et méchants, mais qui peuvent être vraiment méchants au final, quoi. Dimensionnement du stockage. On part sur un stockage, il faut l'adapter à sa consommation. Si la personne, elle consomme 1 tonne de granulés par an, vous n'allez pas lui mettre un stockage de 5 tonnes. S'il consomme 4 tonnes, eh ben, on va essayer de mettre 4 tonnes. Mais il y a d'autres solutions aussi. Le fournisseur de granulés peut venir plusieurs fois. Mais idéalement, ça. Et on préconise aussi souvent 3 tonnes, parce que ça fait partie des lots entre guillemets mini pour une livraison, même si on peut descendre jusqu'à 1 tonne. Plus on est en dehors du standard, plus vous allez avoir un coût supérieur à la livraison, voire une difficulté de déplacer un distributeur. Donc là, c'est encore pareil. Vous prenez sur la région, par exemple, vers Grenoble, vous avez un distributeur qui est un de nos adhérents d'ailleurs, qui a un tout petit camion. Bon, bah lui, il n'aura pas de problème pour livrer des petites quantités dans les endroits délicats. Mais c'est peut-être pas le cas de partout. Encore une fois, renseignez-vous, ayez une relation avec des distributeurs qui tournent sur la zone. Et maintenant, il y en a plusieurs, il n'y en a jamais qu'un sur une zone. La masse volumique du granulé, il faut l'avoir en tête aussi, c'est 670 kg le mètre cube. C'est-à-dire quand vous avez 1 mètre cube de stockage ou 6 mètres cubes de stockage, vous n'avez pas 6 tonnes possibles que vous allez pouvoir rentrer dedans. Vous en aurez un tiers de moins. C'est dans le dimensionnement, ça peut jouer quand vous cherchez à savoir combien vous allez pouvoir stocker. Cas de l'absence de stockage, je l'ai pas encore évoqué, mais ça existe aussi. Vous avez des possibilités et il y en a de plus en plus maintenant. On sait que certaines marques installent des chaudières avec 30% sans stockage. Le stockage, c'est un petit silo qui est, comme on le voit là sur ce schéma-là, sur cette photo, sur ce dessin-là, un petit silo qui va peut-être tenir 100 kg ou 200 kg. Et là, la personne va approvisionner avec des sacs. Après, c'est un choix et c'est à discuter avec le client. Les avantages, évidemment, c'est que vous n'avez pas l'investissement du silo, ou vous en avez un, mais il est beaucoup plus petit, donc vous économisez quelques centaines d'euros, voire milliers d'euros. Pas de grosse somme à sortir d'un coup à la livraison, parce que quand vous avez une livraison de 4 tonnes, bah, c'est quand même 1 200 € à sortir, grosso modo. Donc en ce moment, c'est pas toujours possible de sortir autant d'argent d'un coup. Et puis, bah, évidemment, ça fait de la place nécessaire, ça fait une place moins importante pour l'installation. Donc, ça peut être des solutions, surtout pour des gens qui sortent du bois bûche, par exemple. Qu'une chaudière à bois bûche, bah, je veux dire, ils seront toujours contents d'avoir une chaudière à granulés, même s'ils ont un petit stockage, parce que ce sera des manipulations qui seront bien moins importantes que sur une chaudière à bois bûche. Les inconvénients, bah, la contrainte physique, hein, c'est l'évidence. Hein. C'est l'approvisionnement plus fréquent, donc l'autonomie réduite. Hein, ça va être en hiver, c'est peut-être 1 semaine ou 15 jours, alors qu'avec une chaudière avec un silo qui correspond à l'année de chauffe, bah, c'est 1 année. Et puis bon, au côté écologique, bah, vous allez balancer des sacs vides à la poubelle, quoi. Donc c'est pas non plus très très judicieux. Voilà, donc je l'ai fait à la hussarde. Maintenant, on va parler construction du stockage. Ah, il y a une question. Est-ce qu'il y a des chaudières bicombustibles en granulés? Bah, combustible granulé plus autre chose, oui. 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 Bah, en gros, presque, les chaudiéristes dans la salle pourront peut-être vous préciser ça tout à l'heure, mais à ma connaissance, toute chaudière à plaquettes, elle va pouvoir consommer du granulé. D'accord. Sauf que après, vous avez ça va être un nivellement par le bas. C'est-à-dire que si vous avez au niveau des rendements à tous les niveaux, bah, ce sera pas le combustible qui est le plus vertueux qui fera la base du rendement ou de la chaudière. Il faut savoir que l'autre moyen, c'est en cas de dépannage lorsqu'on n'a plus de. Ouais, voilà. Ça peut se justifier.
Merci. Mais sachez que c'est pas quelque chose quand même très courant sur le marché. Il y a des marques qui font le mix, il y a des marques qui font vraiment 2 chaudières en une. Bon, ça je vous laisse regarder parce que c'est une technique que je maîtrise pas. Construction de stockage. Donc là encore, c'est votre chaudiériste qui va vous donner les consignes. Ils en sont pas à la première installation. La plupart, c'est des marques qui ont 30 ans d'expérience. Donc ils en ont installé des silos, surtout dans les pays autres que la France, en l'occurrence l'Autriche et l'Allemagne, où c'est l'appareil de chauffage au granulé le plus répandu. C'est-à-dire que là où nous, on est à 10% d'appareils chauffage chaudière, eux, ils sont à 10% d'appareils chauffage poêle. Donc ils ont vraiment il fait beaucoup d'installations et donc ils maîtrisent bien cette partie-là stockage et leurs représentants en France sont tout à fait à même de vous aider. La pièce de stockage, un petit détail sur quelques points. Là, le sol, il doit être résistant. Hein, c'est pas de la plume que vous mettez, c'est quand même quelque chose de massif. Quand vous mettez 4 tonnes sur un plancher, si le plancher n'est pas fait pour, ça passe à travers. Des parois, elles doivent être résistantes. Ça paraît tout évident, ça, mais on envoie, je vous garantis qu'on envoie des belles chaque année. Donc les parois résistantes, pour 2 raisons. Quand on va souffler le granulé dans le silo, il y a de la pression, donc ça pousse. Donc même on va voir, il y a de l'évacuation, mais même avec l'évacuation, ça pousse sur les parois. Et puis le granulé, un de ses avantages, c'est de se comporter plus ou moins comme un liquide. Donc ça veut dire quand il est stocké dans un récipient, si on peut dire, il va avoir un comportement à pousser sur les parois, naturellement, puisqu'il est pas tenu, quoi. Donc il faut y penser à ça. Les surfaces lisses, alors ça, vous allez voir des photos, on en voit là, c'est très très important. Pas de ourdi au plafond, pas de ciment ou de béton contre les murs. Il faut mettre quelque chose par-dessus, c'est-à-dire par exemple de l'OSB ou quelque chose, parce que le granulé, quand il va être soufflé, il va être projeté donc à l'intérieur du silo, il va frotter contre les parois. Et des ourdis, c'est une vraie râpe. Donc vous allez vous retrouver avec de la sueur dans votre silo. Donc c'est des petits points de détail qu'on ne pense pas toujours et qui peuvent poser problème. Le ourdi aussi, un petit inconvénient, c'est que le ourdi accessoirement, c'est pas isolant. C'est-à-dire que l'air passe à travers. Donc si quand vous allez pulser, vous allez vous retrouver par exemple par les prises électriques dans le salon, vous allez avoir de la poussière qui va sortir parce que l'ourdi est pas étanche à l'air, donc ça va aller dans toute tresse de la maison. C'est des petites choses bêtes mais qui arrivent, qu'on a déjà vues. Aucun matériel électrique ou conduit d'eau, matériel électrique complètement à exclure, pas une ampoule, rien de rien. Parce qu'une étincelle, quand on livre du granulé, ça peut faire boum, c'est de la poussière. C'est comme quand vous avez quelqu'un un boulanger qui approvisionne sa farine. C'est exactement ça. Les conduites d'eau, c'est pareil. Conduite d'eau, il n'y a rien qui passe dans un silo. Mais quand je dis rien, c'est pas une conduite d'eau sans robinet, sans rien qui passe. Non, parce qu'une conduite d'eau, c'est un guide pour une fuite. C'est-à-dire que la fuite, elle va se faire ailleurs, et l'eau va continuer, elle va arriver jusque dans le silo. Et là, le granulé, il triple de volume quand il prend l'eau, sans commentaire. Voilà, donc ça c'est important. Coupe-feu, ça c'est un point qui est pour les chaudières supérieures à 70 kg, pour les établissements recevant du public. Donc ça, il faudrait regarder plus précisément ce qu'il faut faire là-dessus. Et puis penser aux réservations, que ce soit pour l'extraction du granulé et la porte de visite, c'est souvent la même chose. On va le voir en détail. Et les bouches d'entrée et des vents que l'on va voir maintenant. La porte ou la trappe, rapidement. Hein. Idéalement, il faut que ça soit une taille normale de porte pour qu'on puisse rentrer dedans sans problème, pour aller faire le nettoyage, et puis pour aérer tout simplement un silo, parce qu'un silo, quand on veut faire l'entretien, il ne faut pas rentrer dedans comme une brute sans se poser de questions. Il faut aérer pour que les éventuels gaz de refus, de rebut qu'il peut y avoir, une chaudière qui fonctionne mal, qui a un problème, il peut y avoir du gaz de combustion qui remonte dans le silo. Donc ça peut être un souci, mais le plus courant, c'est plutôt le monoxyde de carbone. Le granulé étant quand même du bois, c'est une matière vivante. Donc ça, il faut pas en parler trop au particulier parce que c'est pas très vendeur, mais concrètement, il faut y penser. C'est-à-dire qu'un silo à granulé, on rentre pas dedans, surtout s'il est de taille importante, comme ça. Il faut l'aérer 15 minutes avant de rentrer dedans, pour éviter qu'il y ait des soucis. Il n'y a pas eu de soucis sur des petits silos, mais il y a régulièrement des gars qui laissent leur vie dans des silos de taille importante parce qu'ils rentrent dedans et que c'est du monoxyde de carbone et ils ont plus d'oxygène. C'est arrivé encore récemment sur un bateau de transport transatlantique. Donc après la porte, différentes épaisseurs, hein, mais bon, nous on préconise 27. Après, plus c'est épais, mieux c'est. C'est des tasseaux boutons et des planches que vous empilez les unes sur les autres entre 2 rails, de manière à pouvoir les enlever au fur et à mesure que le silo se vide et voir un peu ce qui se passe à l'intérieur. Et derrière, une porte normale que vous ouvrez quand vous voulez. Bon, haute et large pour un accès rapide. Voilà.
Après, les tapis de protection. Donc, le tapis de protection, concrètement, c'est une bâche en caoutchouc qui va être mise face à l'entrée du granulé. Donc, face à l'entrée du granulé, à une distance de 20 à 30 cm du mur, tout simplement parce que le granulé, il arrive plein but. Donc, il est projeté contre la paroi en face. Si vous laissez la paroi dure, il s'éclate contre. Donc, il faut qu'il y ait un amortisseur. Cet amortisseur, c'est une bâche en caoutchouc. Pour faire simple, donc à 30 cm environ du mur, sinon si elle est trop près, elle va plus jouer son rôle d'amortisseur, elle va être collée contre, elle ne pourra plus bouger. Les pans inclinés, bon, rapidement là-dessus, 40 degrés de pans inclinés minimum, parce que sinon ça descend plus. Donc vous vous retrouvez avec le silo qui est la vis sans fin qui n'est pas alimentée et tout le silo qui est plein de granulés. Donc ça c'est très important à avoir en tête, hein, la moindre aspérité va bloquer le granulé. Le premier granulé se bloque et les suivants ils se restent derrière et il n'y a plus rien qui descend. Donc c'est des petites choses auxquelles il faut faire attention. Et privilégier des silos longs plutôt que larges, parce que larges, vous avez du mal à les remplir en soufflant le granulé. Hop, rapidement. Fond plat, 2 solutions. Donc le fond plat, l'intérêt par rapport à ce qu'on a vu avec pan incliné, c'est que vous avez pas 2/3 de volume utile, mais vous avez grosso modo 90% de volume utile. Donc ça peut être des bonnes solutions pour optimiser sa surface de stockage, son volume de stockage, je veux dire. Et donc là, avec soit un décileur rotatif, donc le principe c'est simple, hein, dans cette partie-là, vous avez une vis sans fin, le silo est rempli et vous avez des lames en inox qui viennent s'enrouler autour de l'intérieur. Donc au fur et à mesure que ça se vide, ça tourne et puis quand on arrive à la fin, la lame, elle va ramener tout le granulé dans la vis sans fin qui est ici. Donc il restera quelques granulés, c'est sûr, mais globalement, vous avez vidé complètement votre silo. Et puis l'autre solution, c'est ça, c'est-à-dire des bouches d'aspiration. Là, c'est un système avec 8 bouches, il peut y avoir d'autres solutions qui vont permettre d'aspirer le granulé. Alors aussi, là, il va rester dans les angles un peu de granulé, mais globalement, vous arrivez à faire le tour, quoi. Vous arrivez à bien vider votre silo. Raccord de remplissage. Donc, clairement, c'est l'entrée du silo pour le granulé. C'est la porte d'entrée. Donc, c'est un tube de diamètre 100, diamètre classique pompier, raccord pompier, à 25 cm du plafond, pas plus près. Parce que si vous êtes plus près, le granulé, même si vous avez un plafond lisse, il va vraiment taper contre le plafond et il risque de s'abîmer aussi. Donc ça, il faut quand même respecter ça. Une liaison à la terre toute simple, une liaison à la terre, parce que vous avez dans le tuyau, avec le soufflage, vous avez l'électrostatique qui va se créer, et encore, risque de faire boum s'il y a une étincelle. Donc, liaison à la terre importante, indispensable. Si le côté de remplissage, vous avez votre phase de silo comme ça, avec si ce côté-là il fait plus de 2,50 m, en général, on va mettre 2 bouches pour qu'on soit sûr de bien remplir le silo. Si la longueur du silo est plus de 4 mètres, on va mettre 2 bouches aussi, une qui va s'arrêter comme une normale, c'est-à-dire à l'entrée du silo, et une qui va être prolongée pour aller arroser le fond du silo, avec un ordre de remplissage à respecter aussi. Position à hauteur d'homme, là on voit la photo, là, moi je suis entreprise de distribution, je refuse de livrer, quoi. C'est pas normal, le gars il peut pas installer correctement le tuyau sur l'entrée du silo. Donc c'est des petites choses, il faut mettre en place des solutions pour que ça soit fait correctement. Si on n'a pas le choix, soit on met des marches ou quelque chose, soit on met un coude qui descend, on fait ce qu'il faut, mais il faut que ça soit en sécurité pour tout le monde. Pas trop basse non plus. Bon, après il peut y avoir de l'eau, de la neige et différentes choses. Si on le fait trop bas, il faut mettre aussi il faut mettre des protections pour éviter qu'on ait des impuretés ou de l'eau qui rentre dans le silo. Raccord d'aspiration et vent. Alors à quoi ça sert? C'est cette bête-là que vous avez ici. Donc vous avez le raccord d'entrée qui est ici. Et là, vous avez le raccord de sortie. Et clairement, vous avez un silo qui, en théorie, est étanche. Vous soufflez de l'air. C'est pas un ballon de baudruche, ça va pas gonfler, donc il faut que ça sorte. Donc, la bouche des vents, elle est ici, c'est le même diamètre que la bouche de remplissage. Et elle va permettre d'évacuer l'air en trop qu'il y a dans le silo. Et en même temps, elle va évacuer la fine, ces petites particules de poussière de bois qui sont en suspension quand on livre le granulé. C'est un point dont il faut vraiment avoir conscience. Donc c'est un raccord pompier de 100. Et là, un petit point de détail, c'est qu'en général, on la met plus haut que la bouche de remplissage, parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir remplir au moins au niveau de la bouche de remplissage, parce que ça va ressortir aussitôt par l'autre bouche d'évacuation que vous aurez mis trop bas. Et puis en général, on la met à plus de 50 cm de la bouche de remplissage, parce que sinon, avec l'aspiration du circuit d'air, le granulé il va faire un aller-retour dans le silo, et puis il va ressortir aussi sec. Donc c'est des petits points de détail auxquels il faut penser. Détail divers, hein, donc on arrive au bout. Étanchéité à l'air du silo pour éviter la poussière fine lors du remplissage. C'est des choses simples, c'est pas évident dans certains cas,
C'est un des avantages du silo textile, c'est qu'il y a quasiment rien qui sort, donc ça reste très propre. Des silos rigides, j'en parle en connaissance de cause puisque ce que j'ai chez moi, il y a toujours de la poussière qui arrive à sortir. Donc si vous installez votre silo dans une chaufferie où monsieur et madame étendent leur linge propre, évitez le silo rigide clé en main parce qu'il y aura toujours un risque qui est quand même des particules qui sortent. C'est dommage, mais c'est encore pas parfait. Même en isolant complètement, en faisant des joints, tout ce qu'on veut, il y a toujours un petit peu de choses qui sortent. Une prise électrique à la proximité de la bouche d'évacuation, parce que en fait, je l'ai pas montré là, mais on peut le revoir en arrière. Si on le voit là, le delivery, il va installer un aspirateur pour aider encore plus à sortir l'air du silo, et en même temps avec un filtre ici pour arriver à choper les fines et pas les laisser partir dans la nature. Petit point de détail, on a entendu dire qu'il y avait des distributeurs qui ne venaient pas avec un aspirateur. Tout distributeur qui se respecte a un aspirateur dans son camion. Donc si ce distributeur veut pas mettre son aspirateur, vous dites à votre client qu'il change de distributeur. Ça fait partie du b.a.-ba du distributeur de granulés d'avoir un aspirateur dans son camion pour réaspirer le surplus d'air. Connaissance du niveau de stock, il y a des systèmes automatiques qui existent. Le plus simple, c'est de faire des systèmes visuels avec des petits œilletons ou des vitres pour pouvoir voir un peu le niveau du stock, ou alors avoir un système de porte comme on l'a vu avec différents niveaux que vous enlevez au fur et à mesure pour y voir clair, sachant qu'au tout début vous y verrez pas clair parce qu'il sera plein, donc vous saurez pas exactement, mais dans tous les cas ce sera pareil. Donc c'est des petites choses à penser, des briques de verre translucide si c'est un silo maçonné par exemple, des choses comme ça. Voilà. Alors sachez que pardon, oui. Bonjour. Allô. Vous parlez pas du tout de ventilation du silo dans certains textes de fournisseurs chaudières ou même des textes un peu plus officiels. C'est indiqué qu'il faut ventiler le silo et sans dire si c'est valable pour du granulé ou du bois déchiqueté. Est-ce que vous savez si c'est vraiment obligatoire et s'il y a des textes sur lesquels on peut s'appuyer pour ne pas ventiler quand c'est du granulé? Alors, vous mettez le doigt sur quelque chose de problématique. Les silos à granulés sont assimilés en général à des silos à charbon ou à d'autres combustibles qui ne sont pas du granulé. Et il y a des exigences de type ventilation haute, ventilation basse. Et aujourd'hui, il n'y a pas de réglementation précise là-dessus. Donc justement, nous, à Propelé, on est en train de travailler dessus pour arriver à mettre les bonnes règles de l'art sur ce sujet-là. Je ne vais pas rentrer dans le détail là maintenant, mais c'est quelque chose qui très concrètement n'existe pas. Donc en fait, le problème qu'ont certains maîtres d'ouvrage, c'est vis-à-vis du bureau de contrôle qui refuse ou qui pose un problème sur le silo parce qu'il n'y a pas les ventilations hautes, ventilations basses ou d'autres contraintes qui sont liées à d'autres combustibles. Là, actuellement, les bureaux de contrôle acceptent qu'on mette pas de ventilation basse parce qu'ils ils conçoivent que ça va être bouché, mais on doit mettre une ventilation haute qui me semble du coup inutile parce que sans ventilation basse et on est censé avoir un silo étanche. Et du coup, on n'a pas de texte pour l'instant sur lequel on peut s'appuyer pour ne pas mettre de ventilation haute. Mais vous l'avez compris par les présentations, tout à l'heure sur la fumisterie, il y a des choses où le granulé est assimilé, par exemple, à du bois bûche, par exemple, alors qu'il y aurait pas besoin. Là, c'est le cas typique où il faut que nous on travaille dessus et les adhérents de Propelé sont là aussi pour travailler sur ces sujets-là. Et encore une fois, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Être adhérent à Propelé, c'est participer au développement de la filière et à ce genre de sujet, par exemple. On a travaillé sur d'autres sujets et ça va en faire partie dans très peu de temps. Alors, j'ai une question par rapport au début de fabrication des chaudières à granulés. On nous avait dit que la trappe du silo, il fallait bien qu'elle soit étanche. Parce qu'il lui est arrivé que quand elle était ouverte, il y a eu un retour de flamme et il y a eu des incendies à cause de ça. Alors, je ne sais pas. J'ai pas de cas en tête. Les chaudieristes dans la salle pourraient dire, mais je suis pas sûr de ce que vous... En fait, la ventilation d'un silo, nous, ce qu'on préconise, c'est que, je l'ai pas dit, j'ai oublié, mais c'est que les bouches d'entrée et de sortie soient ventilées. Maintenant, pratiquement tous les chaudieristes, ils proposent des bouches ventilées de manière à évacuer la partie monoxyde de carbone. Après, le sujet d'un retour de flamme, alors là, par contre, il faut vraiment qu'il y ait un gros problème dans la chaudière pour qu'il y ait un retour de flamme dans le silo. Temps que ça a été installé, on a KWB dans la salle qui va pouvoir se positionner là-dessus. Donc, oui, c'est un problème qu'on a eu une fois, donc je peux en parler.
En fait, le problème, c'est que quand vous soufflez faites un remplissage de silo et que le silo n'est pas du tout étanche et que vous remplissez la chaufferie de poussière et que les chaudières sont en fonctionnement, les chaudières, au lieu d'absorber de l'air, elles absorbent de la poussière. Donc très rapidement, en fait, vous avez un problème de combustion. On a soit une petite explosion, donc on va démonter le cornet, par exemple, un Dinac, par exemple, des choses comme ça. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, c'est un problème d'étanchéité. C'est juste que le silo doit être étanche au remplissage et que la chaufferie ne doit pas être remplie de poussière lorsque justement on a un remplissage de silos. Et concernant les ventilations, effectivement, c'est toujours un vrai problème pour les silos. Dirons-nous qu'à chaque réception de chantier, on a à peu près le même problème. On a donc les gens qui viennent nous dire qu'il faut des ventilations sur les silos à granulés. Alors on les invite alors à venir lors du premier remplissage et de voir ce qui va se passer, parce que tout le monde sait ce qui va se passer. On va remplir à l'extérieur de poussière parce que tout va passer par les ventilations. La deuxième chose, le granulé est un combustible relativement très sec et il doit le rester. Si vous ventilez le haut du silo à l'extérieur, vous allez avoir un granulé à l'extérieur qui, sur la partie haute, qui va commencer à prendre l'humidité, quoi. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas de texte là-dessus. Voilà. Et c'est un vrai. Et voilà. Donc. Ce qu'on disait, je veux dire, ça fait partie du début de la filière sur certains sujets. Vraiment, on le sent sur des sujets pointus comme ça. Je voudrais quand même préciser quand même quelque chose, c'est que quand on remplit un silo, la chaudière doit être arrêtée. Il n'y a pas que les premiers temps. Aujourd'hui, je citerai pas un pays. Il y a un pays où quasiment toutes les livraisons sont faites, ou pas toutes, mais beaucoup de livraisons sont faites. La majorité sont faites sans la présence du client. Ça veut dire que la chaudière elle tourne. Et le livreur, il peut pas accéder à la chaudière puisqu'il n'a pas la clé de la maison. Donc ça, c'est un point super important parce que ça va éviter des accidents comme celui qui vient d'être précisé, quoi. Oui. Donc dans la filière professionnelle, on nous l'avait indiqué, les premiers temps, de faire très attention. Alors pour info, il faut éviter sur ces sujets-là, on a un petit écriteau orange là qu'on fournit, où on donne les bases qu'on peut coller sur le silo, sur les bases à faire attention, ventiler avant de rentrer, pas d'électricité, pas d'eau, couper la chaudière, ainsi de suite. Ça, on peut vous les fournir. Là, c'est frais de port encore qu'on va vous facturer, mais le reste, c'est donné. Et l'idée, c'est que vous puissiez les mettre sur les chaudières, les silos, quand vous faites l'installation. Voilà. Pour finir vite, on a participé à un gros travail qu'a fait Fibois Ardèche-Drôme sur ce qui est marqué là, bien concevoir le silo et les abords, guide méthodologique. Donc c'est un gros travail qui a été fait à destination des bureaux d'études et des architectes pour bien concevoir les abords. On parle pas de la chaudière, on parle des abords. C'est-à-dire, ils ont étudié tous les camions disponibles, ils ont étudié tout ce qui était nécessaire au niveau sécurité pour assurer la sécurité des gens qui sont autour de la chaufferie, pour assurer la sécurité du chauffeur, et puis pour pouvoir faire les bonnes rotations correctement en fonction du camion qui va être préconisé pour la livraison. Donc c'est un dossier, c'est un document qui va sortir dans quelques semaines, mais peut-être avant, et il sera disponible chez Propolet, évidemment, sur le site internet. Les points de vigilance, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, là, c'est ce que je disais tout à l'heure, le granulé. Le point de vigilance, vraiment à noter, c'est le point du milieu. Le granulé est un combustible spécifique avec ses propres règles. On a vu, ça paraît affolant, certaines choses, ça fait peur, mais je veux dire, c'est normal, c'est un combustible, comme le gaz, comme le fioul, il y a des contraintes, et on doit les respecter.